Avant le début de la colonisation en 1896, avant l'insurrection du 29 mars 1947 qui frappe Madagascar en plein cœur, il faut remonter plus loin, mais beaucoup plus loin, au cœur des hautes terres centrales, là où s'invente lentement, mais sûrement un pouvoir qui va transformer toute une île à tout jamais, le royaume Mérina. Parce que Madagascar ne commence pas avec la colonisation. Madagascar commence bien avant avec une ambition claire et limpide, faire d'une île fragmentée un État. Madame, Monsieur, bienvenue dans les corridors d'Afrique, attachez vos ceintures car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. Les Mérinas descendent de populations austronésiennes, venues de Taïwan qui ont peuplé l'Asie du Sud-Est vers le premier millénaire. Mêlés à des apports africains et orientaux, au départ, il n'y a pas de royaume, seulement des chefferies, des alliances instables, des rivalités locales. Sauf qu'au XVIIIe siècle, une rupture notable s'opère. André Anamponi Mérina prend le pouvoir et il impose une vision claire et nette qui résume parfaitement ses ambitions. Ni Ranomasina no Valam Pariko, ce qui veut dire la mer est la limite de mon champ, de ma rizière. Et ce n'est pas une simple métaphore agricole, c'est un projet politique bien ficelé et très ambitieux, qui aspire à unifier la grande île du nord au sud, d'est à l'ouest. Ce modèle politique est le cœur même du pouvoir malagasy, sans lequel le pays ne saurait avancer et vivre dans l'harmonie. Il centralise alors l'autorité et réorganise les territoires autour des unités sociopolitiques appelées Fukunul. C'est sous son règne que le Fukunul voit le jour. Il réforme la fiscalité, renforce l'armée. L'Imérina n'est plus une simple région. C'est un centre de pouvoir, un État en construction. Quelque temps après sa mort, son fils Radama Ier, né sous le nom de Leidama à Ambohimanga vers 1793, n'hérite pas que du trône, mais il hérite surtout d'une mission. Il faut préciser que Leidama n'est que le fils cadet du roi André Anamponi Mérina, lequel le préfère à son frère aîné, Ramavolaï, pour lui succéder. Car très jeune, son père parvient à détecter en lui ses capacités et ses qualités de meneur d'hommes. Adolescent, son père n'hésitera donc pas de lui confier la première expédition contre le royaume d'Androntsé. Dans le futur, Vakinanka rentra. Il s'en sort avec bravoure comme un chef militaire. À peine monté sur le trône, il fait face à des révoltes de Besanozano, Sianaka et des principautés Betileo. Hélas, Radama finit par les écraser. L'hégémonie Mérina s'impose, mais Radama ne veut pas seulement dominer. Il veut aussi connecter le royaume de Madagascar comme son père l'enjoignait sur son lit de mort, pour étendre enfin son autorité jusqu'aux régions côtières afin de pouvoir traiter directement avec les puissances européennes et par-dessus tout moderniser le royaume. L'occasion lui sera offerte par le Royaume-Uni suite à une signature avec les émissaires britanniques le 23 octobre 1817. Il conquiert une grande partie de l'île et il devient le premier souverain à réellement unifier Madagascar sous l'autorité Mérina. Il est en outre reconnu d'avance comme le roi de tout Madagascar. Il se décide de fixer la capitale du royaume à Tananarive. Le 27 octobre 1817, le royaume Mérina fut officiellement proclamé royaume de Madagascar, en échange de l'abolition de la traite avec les Européens. Pour répandre l'éducation européenne parmi ses sujets, il met à contribution les missionnaires protestants qui s'installent à Tananarive pour ouvrir des écoles. La première commence d'ailleurs les cours le 8 décembre 1820, au sein même du palais. Aussi, il introduira l'imprimerie. À cette occasion, le 26 mars 1823, il décrète les règles de l'orthographe de la langue mérina, devenue le malgache pour les Européens en caractère latin. Il peut d'autant plus participer lui-même directement aux travaux avec les missionnaires car il maîtrise l'écriture, parle couramment français, mais se débrouille plutôt bien avec l'anglais. Le roi tient tellement à développer
et à encourager l'enseignement que, à l'occasion, il n'hésite pas à faire passer lui-même les examens et offrir des récompenses aux plus méritants. Le bilan est très notable. En moins de 10 ans, plus de 20 000 élèves scolarisés en Nimérina. Certains partent même étudier à Maurice, d'autres au Royaume-Uni. Outre l'éducation de base, Radama fait aussi venir bon nombre d'artisans européens sur le sol malgache afin de former ses sujets. Cependant, en dépit de son étroite collaboration avec les missionnaires, Radama Ier lui-même n'a adhéré et n'adhérera jamais à leurs enseignements religieux. Et de son vivant, aucun de ses sujets ne s'est ouvertement converti au christianisme. En effet, tout ce qu'il cherchait auprès des Européens, c'était la vulgarisation de leurs connaissances aux profanes malgaches. Madagascar entre dans le système diplomatique mondial, mais cette modernisation crée des tensions internes. Et en 1828, Radama meurt, brutalement. D'aucuns pensent qu'il est mort suite à de multiples infections contractées lors de ses nombreuses expéditions dans les régions insalubres du littoral. Mais d'autres croient surtout que c'est l'excès d'alcool qui l'aura emporté. Pourquoi ils le disent? Ils le disent parce qu'ils le voyaient dans un état de delirium tremens ou de délire hallucinatoire. Radama décède à seulement 36 ans. Avec lui, une trajectoire possible disparaît. Le pouvoir bascule. Ranavalona Ier s'impose et règne sur le royaume de Madagascar de 1828 à 1861. Ranavalona Ier est né Ramavo vers 1790 dans une famille plutôt modeste. Elle est adoptée par la famille royale après que son père ait sauvé la vie du roi, Andriana Mponimerina. Elle accède alors au trône après la mort de son mari, le roi Radama Ier, en 1828, en éliminant systématiquement ses rivaux potentiels. Surnommée la reine cruelle ou la reine de fer, à la fois redoutée pour sa brutalité et respectée pour sa résistance acharnée contre la colonisation européenne, son règne de 33 ans a été marqué par une volonté farouche de préserver l'indépendance de Madagascar face aux ambitions britanniques et françaises. Une fois sur le trône, elle fait un choix radical: protéger le royaume Mérina contre le monde. Pour ce faire, elle expulse des missionnaires, persécute des convertis, restaure et renforce le Fanopona, le travail forcé. Le royaume qui devient hermétique tient bon militairement. Politiquement, il résiste, mais socialement parlant, il s'étrangle sous la potence de ses propres restrictions. La souveraineté est maintenue, mais au prix de la peur, car pour déterminer la culpabilité ou l'innocence des accusés, elle va largement recourir à l'épreuve du Tandjena, qui est un poison, entraînant ainsi des milliers de morts. On estime que la population de l'île a considérablement diminué durant son règne, en raison des guerres incessantes, des travaux forcés et des exécutions sommaires. Le royaume de Madagascar est certes un État, un vrai d'ailleurs, avec une monarchie centralisée, une aristocratie andriana dominante, une administration hiérarchisée et une armée très organisée, mais sous cette architecture d'apparence solide, des tensions profondes s'amoncellent. Cela se fait ressentir par la hiérarchisation sociale rigide, l'esclavage interne en dévot, la dépendance aux équilibres élitaires, enfin la résistance des régions côtières. L'unité est plutôt politique, mais pas culturelle, et cette fissure ne disparaîtra jamais. 7 ans plus tard, Ranavalona II, né Ramoma, en 1868 succède à sa cousine, la reine Rasuerina, après la mort de cette dernière en avril 1868. Elle est reine de Madagascar de 1868 à 1883. Contrairement à ses prédécesseurs, le 21 février 1869, elle se convertit officiellement au protestantisme avec son époux, le Premier ministre Renila Rivoni, l'homme fort du royaume qui fut le Premier ministre de 3 reines successives, les reines Rasuerina, Ranavalona 2 et 3. Ce geste rompt définitivement avec les croyances ancestrales qui, jusqu'ici, servaient de base au pouvoir politique.
Elle fit ainsi du christianisme la religion d'État, tout en modernisant les structures politiques du royaume. Son règne voit la promulgation du Code des 305 articles en 1881, qui rationalise la justice et l'administration du pays. Sous son impulsion, de nombreuses écoles sont construites par les missionnaires, augmentant ainsi considérablement le taux d'alphabétisation dans le royaume. En 1877, elle décrète l'émancipation des esclaves africains venus du Mozambique, introduits illégalement à Madagascar. Enfin, Rena-Valouna III prend les commandes de Madagascar de 1883 à 1897. Elle ne le sait pas encore, elle sera la dernière reine de Madagascar. Née Razifandra Haïti, elle n'était pas destinée à régner. Pourtant, elle succède à Rena-Valouna II à l'âge de 22 ans et épouse le premier ministre Ranilari Voni pour consolider son pouvoir. Pendant que Madagascar se structure, l'Europe au XIXe siècle change de visage. La France et la Grande-Bretagne entrent dans une logique impériale, ce qui signifie entre autres pression diplomatique, conflits commerciaux, traités déséquilibrés. Les successeurs de Rena-Valouna Ier tenteront d'adapter le système à leurs dépens, mais le rapport de force est déjà biaisé. 1895, l'armée française avance à pas de géant. Elle prend Antananarivo. Après la défaite malgache lors de la seconde expédition française, la monarchie est abolie par le général Gallieni en 1897. Cette pacification de l'île a été marquée par une répression brutale des insurrections. Les estimations du nombre de victimes malgaches varient considérablement, allant de 15 000 à plusieurs centaines de milliers. La méthode des méthodes était l'application de la politique des races, une sorte de narcissisme de petites différences appliquées par Hitler pendant la Shoah et lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Cette stratégie visait à diviser les populations locales en s'appuyant sur leurs chefs coutumiers pour mieux asseoir l'autorité. La reine sera alors exilée, successivement à La Réunion puis à Alger pour l'éloigner de ses partisans. Bien qu'exilée, elle bénéficiera d'une certaine popularité en métropole, où elle visitera Paris en 1901 pour l'exposition universelle et séjournera à Arcachon pour des raisons de santé. Elle mourra finalement en exil à Alger le 23 mai 1917. Et ses cendres, selon ses vœux, seront rapatriées à Madagascar en 1938 pour reposer désormais dans les tombeaux royaux du Rova d'Antananarivo. La monarchie disparaît avec elle. Madagascar devient colonie. Un siècle de construction politique s'effondre. La question qui mérite de se poser est celle de savoir pourquoi un royaume aussi bien organisé et fort comme le royaume de Madagascar finit par tomber. Tout de suite, la réponse est claire. La supériorité militaire européenne, les rivalités internes, les résistances périphériques et la pression géopolitique globale ont eu raison de la monarchie qui était puissante localement, mais fragile globalement. La colonisation ne remplace pas seulement un roi, elle transforme la société par l'administration directe, l'impôt de capitation, le travail forcé, l'économie d'exportation. Le Fanampona disparaît pour mieux renaître sous une autre forme coloniale plus sévère et mortifère. Routes, chemins de fer, ports seront construits non pas pour l'île, c'est-à-dire pour les besoins des Malgaches, mais pour l'exportation de ces matières premières agricoles et minières destinées à la métropole. Les principaux produits exportés étaient le café, le riz, la viande de bœuf, le manioc, les oléagineux comme l'arachide, les clous de girofle, la vanille et le tabac. Le travail forcé constitue la base de la richesse coloniale. Il permet aux colons de disposer d'une main-d'œuvre presque gratuite. Les paysans doivent travailler au moins 30 jours sur les plantations de café, mais par diverses pratiques illégales, les colons parviennent à les retenir à leur service jusqu'à 90 jours. Le statut d'indigène, faisant des Malgaches des êtres inférieurs, autorise tous ces abus.
suis fier d'avoir œuvré comme administrateur des colonies et comme chef de district. Je pense qu'on a eu une très bonne colonisation à Madagascar. Je n'ai jamais compris ce qu'on appelait le travail forcé. Parce que le travail forcé, à mon avis, actuel, c'est comment peut-on dire travail forcé alors qu'en France, nous avions deux années de service militaire à faire. C'était pareil. Qu'est-ce qu'on demandait aux Malgaches? Il y avait l'indigénat. Il y avait un certain nombre d'indigénats. Ces journées ont été multipliées après la guerre. Je ne sais pas combien, un mois, enfin, je crois. Mais c'était des gens que l'on mettait à un travail et que l'on payait. Et ensuite, on a parlé du travail forcé. Alors le travail forcé, ça, je l'ai vu très nettement, c'est une campagne qui a été menée par les députés et les communistes français en France, dans toute l'Afrique, aussi bien qu'à Madagascar. Mais pour moi, le travail forcé, je ne vois pas en androuille où j'ai administré une population d'environ 200 000 habitants. Je ne vois pas qu'on aurait pu me dire vous avez forcé à travailler quelqu'un qui ne voulait pas travailler. Alors que la richesse quittait l'île, la pauvreté occupait le territoire. Avec des élites divisées plus que jamais, des collaborations de façade, une résistance bancale. La fracture sociale n'est pas seulement omniprésente, mais s'approfondit dans l'ADN malgache. Madagascar devient un territoire stratégique. 1944 symbolise le débarquement britannique. Des milliers de Malgaches combattent pour la France. On leur promet liberté, égalité et fraternité. Non, soyons un peu sérieux. La reconnaissance. Comme il en est le cas pour les tirailleurs sénégalais à Tiaroy, à qui on promettait ciel et terre avant le massacre. 1945 marque ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que les promesses ne seront jamais tenues, comme si elles avaient été enterrées avec la guerre. C'est dans cette opacité que naît le MDRM, Mouvement démocratique de la Révolution malgache, dont les acteurs sont Raseta Ravaonji Rambemanjara, des députés, des légalistes. Devenir de plus en plus français tout en restant profondément malgache. C'était ça notre devise. Et moi personnellement, j'avais hérité d'un vieux grand-père qui m'a élevé, qui m'avait toujours dit, et je le répétais souvent à mes camarades, mon grand-père me disait, tu vas essayer de, en quelque sorte, de lutter intellectuellement avec les Français. La première chose à faire, c'est d'apprendre leur langue. Quand tu auras leur langue, tu sauras ce qui se passe dans leur tête. Ils demandent l'indépendance par le dialogue. Mais sur le terrain, la colère ne cesse de monter. Au début de 1946, les nationalistes peuvent croire que la France va accorder l'indépendance, car la gauche l'emporte au sein du gouvernement tripartite. Le premier président de la 4e République, Vincent Auriol, est socialiste, tout comme Paul Ramadier, président du Conseil, et Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer. Moutet va offrir le poste de haut-commissaire à Madagascar à Marcel de Coppet, un homme qui, aux côtés d'André Gide, a dénoncé les crimes de l'exploitation coloniale en Afrique. J'étais là au moment où il a fait son discours en descendant de l'avion sur la place de Tananarive, la place du Zoom, et il y avait déjà à ce moment-là des manifestations pro-indépendantistes qui étaient très évidentes. Et mon père a pris conscience de cela très vite et il a très nettement fait comprendre au ministère qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était à donner, selon des procédures à discuter, l'indépendance à la colonie malgache. Cette indépendance demandée à Paul Ramadier, président du Conseil, a été expressément refusée. Ramadier lui disant si vous demandez l'indépendance de Madagascar, le ministère tombe, c'est-à-dire l'Assemblée nationale va le renverser.
Par conséquent, même si c'est ce qu'il faut faire, nous ne pouvons pas le faire. Mon père a demandé en novembre à démissionner et le refus a été très net de la part de Moutet. Marcel de Coppet, pris entre ses idéaux et son devoir d'obéissance, se plie aux directives de Moutet. Il organise la création d'un nouveau parti, le PADESM, destiné à contrer le MDRM et diminuer son influence. La stratégie de la métropole consiste à jouer sur les anciennes rivalités ethniques en tentant d'opposer les côtiers aux habitants des hauts plateaux. La création de ce parti pro-français, de ce PADESM, va durablement diviser la société malgache et lui donner ses collaborateurs et ses harkis. Pour mettre en place les sections de ce parti, l'administrateur supérieur distribuait des fonds secrets un peu partout. Chaque candidat aux élections provinciales qui étaient prévues pour janvier 1947 ont été minutieusement choisis par l'administrateur chef de province. Chacun a reçu une rétribution en argent que j'ai vue. Et par la suite, au mois de janvier, tout a été organisé pour un trucage systématique des élections. Or, comme j'étais très jeune administrateur et que je ne savais probablement pas truquer les élections, le chef de province a pris l'initiative de m'adresser un télégramme que j'ai encore en mémoire, qui me disait de procéder à un bourrage des urnes. Alors on me disait, auparavant, vous choisirez bien les assesseurs, vous prendrez 2 militants du PADESM, et entre midi et 2 heures, au moment où l'assistance se relâche, vous mettez le plus possible de bulletins dans l'urne, en n'oubliant pas de cocher les noms sur la liste. La nuit tombe, Moromanga, Manankara, Faron-Fangana, des attaques coordonnées qui voient des postes coloniaux incendiés, des symboles de l'oppression détruits. Ce n'est pas une révolte spontanée, c'est une rupture qui voit des milliers de militants rejoindre la lutte. Certains sont armés, d'autres presque à main nue, mais tous avec une seule idée en tête, reprendre la souveraineté. Il lance le signal de l'insurrection. La nuit du 29 mars, dans la consigne, on a utilisé les lampes de poche. On a employé lampes de poche à 10 heures du soir, autour de Mouraman. À 11 heures, une deuxième alerte, du deuxième signal. À midi, troisième signal. Hop, en avant. On a entré dans les camps, on a ramassé des armes, des mousquetons, des PM, ainsi de suite, fusil. Mais malheureusement, quand on a utilisé ça, il n'y a plus de munitions. Itsiny ihany nanome baiko nipoaha ny ady. Rehefa nipoaka le ady dia nisy mot de passe. Ny mot de passe nifankafantaranay vorona afo. Izay ny teny nifankafantarana. Ka rehefa izaho no milaza hoe vorona, ianao milaza hoe afo, fihavagna zay. Raha izaho milaza hoe vorona, ianao milaza hoe rano, tombohany rehefa tsy namana. La riposte ne tardera pas à tomber, elle est ni dissuasive, ni persuasive, elle est simplement totale. On assiste à des bombardements, des exécutions, des regroupements forcés. Moromanga devient un exemple du courroux de l'oppresseur. Des prisonniers sont enfermés par milliers, des tirs nourris aux symphonies macabres résonnent dans la nuit. Le bilan varie entre 30 000 et 90 000 morts. La terre garde le silence. La répression est immédiate et sauvage. Les colons, qui virent plusieurs des leurs massacrés, organisent de véritables chasses à l'homme.
l'état de siège est institué sur la côte Est, l'armée voit bientôt ses effectifs triplés. Très vite, les colons regroupés en milices se mettent au service des militaires. On bombarde, on torture, on brûle les villages. Une guerre coloniale classique vient de commencer. Malgré les représailles, plusieurs maquis se développent encadrés par d'anciens militaires qui recrutent des paysans. Dans la forêt, la guérilla s'organise avec ses généraux, ses colonels et le fol espoir d'une aide américaine. Mais les maquis restent isolés les uns des autres. Les insurgés sabotent les voies ferrées et harcèlent les postes militaires. Pour ridiculiser le pouvoir considérable des sorciers, les militaires les embarquent en avion et les lâchent vivants au-dessus des villages. En septembre 1948, à la fin du grand procès, la guerre entre dans son 17e mois. Les troupes coloniales pourchassent les unités rebelles et les maquis sont réduits les uns après les autres. Les paysans terrorisés ont fui en forêt où ils mourront par milliers de misères physiologiques, comme disent les rapports. Alors que les prisonniers politiques ont beaucoup fait parler d'eux, les insurgés meurent en silence dans l'indifférence la plus totale. Ils sont restés dans la forêt jusqu'au moment où les avions ont commencé à survoler. Et les avions, voyant que les gens ne redescendaient pas dans la plaine, se sont mis à parachuter des drapeaux pour la reddition. Alors ça, c'est un souvenir, si vous voulez, que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est un des habitants qui me l'a confié. Il en avait deux d'ailleurs, m'en a confié un. Et voilà, il fallait que les gens se rendent avec ce drapeau où il y avait un texte en français et en malgache, et qui était un texte de reddition. Malgache, les uns après les autres, vos prétendus chefs vous abandonnent, vous laissent dans la forêt souffrir de la faim et du froid. Soumettez-vous, venez vous présenter au poste français le plus proche avec un de ces petits drapeaux qui vous servira de laisser passer. Et c'est vrai que tous les groupes qui se sont présentés avec ça ont été autorisés à se aller dans le village. Donc vous voyez, ce document est vraiment un symbole de la détresse de ces gens. L'ordre est revenu dans la Grande Île et les unes après les autres, les fractions entraînées dans la rébellion ont fait leur soumission. Dans la région de Tamatave, les chefs d'un groupe dissident viennent solliciter du représentant de la France le pardon et l'oubli. En présence de la population du village, attentive et silencieuse, la soumission est acceptée. Mais la coutume malgache exige qu'elle soit scellée par le serment du sang. Marqués au front du sang expiatoire, ces égarés d'hier reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix. Militairement, l'insurrection échoue, mais politiquement, elle transforme l'avenir. La colonisation n'est plus stable. 1947 devient une mémoire nationale, une cicatrice fraîche. Le gouvernement de la République française, c'est le gouvernement de la République malagasy, de sa manamarika, fa efa tanteraka ireo fomba tsy maintsy nilainy araky ny lampanorenana avy mba ampiara ireo fanekena ny fanaovany roa tonta sonia tamin'ny 3 avril 1960. Nohony izany, miantomboka amin'ny daty ity fanambarana ity, ny République malagasy dia miakatra ho eo amin'ny fahalovantena. Notre État libre et indépendant, conscient de ses responsabilités, conscient aussi de sa vitalité et de ses virtualités, se range aujourd'hui librement à toute connaissance des causes, aux côtés des autres États libres, dans la communauté, pour le meilleur comme pour le pire, et pour le progrès de la civilisation. Vive la communauté, vive la France, vive Madagascar indépendant. Le 26 juin 1960 marque l'indépendance, mais sous conditions qui riment avec les accords, l'indépendance, une forte présence française. Souveraineté politique certes, mais autonomie limitée. La jeunesse se lève, les étudiants, les classes urbaines. Ils dénoncent la dépendance, l'injustice, l'héritage colonial et surtout le départ immédiat de celui qui l'incarne. À cette époque, le père de la nation, Philibert Tirane. 1972, l'armée prend le relais. Philibert Tirane tombe
et cède les pleins pouvoirs au général Gabriel Ramanantsoa. L'université Charles de Gaulle à Tananarive. Depuis la mi-avril, les étudiants appuyés par les lycéens sont en grève. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président Dziran choisit l'épreuve de force. Il fait arrêter et transférer dans l'île Bagne de Nosilav près de 400 étudiants. Dès le lendemain, étudiants et lycéens descendent de l'université pour manifester au centre de la ville. Ils veulent la révision des accords de coopération avec la France et tout particulièrement la réforme et la malgachisation de l'enseignement. Ils estiment que cet enseignement, fidèlement copié sur ce qui se fait en France, est inadapté aux besoins réels de Madagascar. Place de l'Indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président Dziran, ouvrent le feu. Ce document d'amateur est le seul document filmé de la fusillade qui fera, dit-on, 34 morts. On se battra encore le dimanche. Tananarive est aussitôt paralysée par la grève générale. Toute la ville semble se mettre à marcher. Cortèges et meetings se multiplient. Le général Adriamaz est nommé gouverneur militaire, mais l'armée donne l'impression de pactiser avec la foule. Elle désarme les FRS et les enferme dans leurs casernes. Qu'est-ce qu'il a dit Le cordon commence ici jusqu'à place 13 mai. Vous allez place de l'Indépendance, la place 13 mai maintenant, oui, c'est le nouveau nom, oui. D'accord, merci. Merci. Premier recul du président Dziran, il fait libérer les étudiants. Une foule énorme les accueille place de l'Indépendance. Au premier rang, les autorités religieuses, et sur le podium, le général gouverneur militaire lui-même. Les enfants sont les princes de la ville. Dziran n'est déjà plus qu'un roi sans pouvoir. Grève et manifestations se poursuivent, 3 mots d'ordre, révision des accords de coopération, démission du président, l'armée au pouvoir. Le jeudi 17 mai, la foule se retrouve place de l'Indépendance. Bien décidé, semble-t-il, à monter au palais, où se trouve encore Dziran, gardé par les militaires. Et brusquement, sur la pression de ses conseillers, Dziran cède. Il renvoie son gouvernement. Le général Ramanantsoa reçoit les pleins pouvoirs. La foule la prend sur la place. Plein pouvoir au général de division Gabriel Ramanantsoa pour diriger le pays et je me charge de former de nouveaux gouvernements. Et le général vient se faire plébisciter. Officiellement, Dziran reste président. Qui s'en occupe encore? Tananarive a réussi sa révolution. Une révolution qui est avant tout celle de la bourgeoisie des hauts plateaux. Une bourgeoisie qui en avait assez d'être tenue à l'écart du pouvoir politique et plus encore du pouvoir économique. Un pouvoir politique pour l'essentiel aux mains d'un petit groupe d'hommes issus des ethnies de la côte, dans un pays où les antagonismes ethniques restent forts. Un pouvoir économique contrôlé par quelques grosses sociétés à capital étranger, c'est-à-dire français. Mai 1972 à Madagascar, c'est à travers le général Ramanantsoa l'espoir de revanche de la bourgeoisie nationaliste. Et lors de sa première conférence de presse, le général ne citera pas une seule fois le président Dziran. Premièrement, quelle est l'étendue de mes pouvoirs? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, c'est moi qui forme mon gouvernement avec des hommes que je choisis moi-même.
que je détermine et je conduis la politique générale de la nation. Pour les juristes, cela s'appelle être le chef du gouvernement. Est-ce qu'il faut pour cela modifier la Constitution? Je leur laisse, c'est-à-dire aux juristes, le soin d'étudier la question. Ensuite, je ne manquerai pas de vous répondre. Certains aspects de la coopération franco-malgache ont paru mis en cause au cours des récents événements. Qu'en pensez-vous? Réponse. Comme tout être bien vivant, la coopération franco-malgache doit évoluer. C'est une des premières questions que j'étudierai. Un fait à remarquer, le silence, ou en tout cas l'inefficacité des forces politiques et syndicales traditionnelles qui ont dû suivre un mouvement qu'elles ne contrôlaient pas. Cadre commercial, M. Rakoto Zafi a fait partie de l'un de ces comités de base qui se sont spontanément créés. Depuis qu'on a eu l'indépendance, on a dit toujours que c'était l'indépendance, mais il n'y a jamais eu d'indépendance, c'est-à-dire liberté individuelle. S'il y a par exemple l'élection d'un président, il n'y a jamais eu d'élection libre, voyez-vous, on vous forçait évidemment ici sur le plateau, il y a une petite liberté, mais à la côte, ça n'a jamais existé. On vous impose plutôt. Deuxièmement, l'économie. L'économie malgache, comme je vous ai dit, c'est toujours entre les mains des colonialistes. Colons. Sous quelle forme? Par exemple, la viande et le riz, je parle uniquement de ça. Le riz qui sont exportés en majeure partie. Évidemment, je ne parle pas de riz de luxe qui doivent être exportés, mais je parle du riz qui doit être consommé par les Malgaches, ce qui nous oblige à importer du riz du Brésil. Alors vous vous rendez compte un peu de l'éloignement, et ça a commencé par là. Parce qu'à un moment donné, les Malgaches, surtout les Tanamariens, il y avait du riz moisi qui était mis en vente, du riz du Brésil. Et troisièmement, l'inadaptation des études. Oui. Dans quel sens? C'est-à-dire que on ne sait pas, ils le savent au ministère de l'enseignement ici, ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils imitent ce que font les Français, ce qui n'est pas à faire du tout, puisque à Madagascar, moi je pense qu'il nous manque, ce sont les jeunes qui doivent travailler la terre, qui doivent faire du travail manuel ou des techniciens. Et non pas de former des bureaucrates, on en a pas besoin. Actuellement, il y a 10 ans, il y a 10 000 étudiants qui ont leur bac et qui sont en chômage. Ils ne trouvent pas du travail. Mais là, si vous voulez, ce sont des problèmes économiques. Je veux dire, sur un plan humain, il n'y a pas de haine, de désir de vengeance contre la... Non, il n'y a pas du tout. Et une bonne entente entre les Français et les Malgaches. Et vous ne voyez aucun inconvénient à ce que des Français restent ici après pour, je ne sais pas, soit coopérer, soit travailler dans le pays, enfin. Non. Ah. Mais il y a toujours pour les coopérants, c'est-à-dire les assistants techniques, je suis d'accord, mais il y a quand même certains problèmes, les colons, quoi, les anciens colons surtout, parce que ici à Tanarive, ça va, mais si vous voyez dans les côtes, ils sont toujours les Wazabés. C'est-à-dire les grands rois là-bas, les grands exploiteurs. La peur de la guerre civile a sauvé partiellement le président de Ziran. Le premier réflexe de colère passé, satisfait de leur victoire, les habitants de Tananarive ont eu peur de la réaction des habitants de la côte si jamais ils allaient jusqu'au bout et chasser par la force le président. Père supérieur des jésuites de la ville, le père Alibera a été l'un des meneurs du mouvement. Dès qu'il y a des problèmes à Madagascar, on soulève toujours ce lièvre, on soulève toujours ce problème. On dit il y aura guerre tribale, il y aura lutte ethnique. Vraiment, je crois qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'est possible peut-être. Maintenant, non. Et nos jeunes viennent de démontrer que chez eux, il n'y a plus ce problème. Les adultes, eux aussi, non. Ils ont dépassé cela, dans le sens que le problème n'est plus là. Seulement, à l'échelle internationale, et en France en particulier, on revient toujours là-dessus. Dès qu'il y a quelque chose, on revient là-dessus. À l'ambassade de France, on parle de cela. Je crois connaître davantage les Malgaches que ceux de l'ambassade. Pourtant, j'ai entendu beaucoup de Malgaches dire que si Ziran avait été déposé par la force, on risquait un soulèvement, par exemple, des ethnies auxquelles il appartient. Non, pas tellement.
parce que Tirana a été dégommé, mais l'exploitation politique, l'exploitation, si vous voulez, tribale de cela. Et de fait, moi-même, j'ai fait un sermon qui a l'allure d'un message à la nation, samedi, justement pour conjurer cela. Mais c'était une précaution, évidemment. Deux précautions valent le qu'une. Mais je pense que pour le moment, c'est écarté. Pour le moment, non. Actuellement, c'est écarté. Pourtant. Et ce n'est plus le problème. Je suis maire, moi. Ben, vous voyez, nous avons tellement vécu avec nos frères de la côte et que nous voyons leur valeur, que nous n'avons pas. Leur droiture, que nous n'avons pas. Et puis leur intelligence, mais seulement, voilà, ils n'ont pas eu la chance comme nous d'avoir eu des écoles depuis un siècle et demi. Ils n'ont pas eu ça. Ensuite, ils n'ont pas eu la chance d'être libérés très tôt de certaines coutumes qui empêchaient le pays d'évoluer. Mais comme valeur humaine, d'ailleurs, tout ce qu'on peut lui reprocher, on peut beaucoup lui reprocher, mais c'est quand même celui qui a fait le pays pendant 12 ans, évidemment. À la fin du régime, tout cela, mais on ne peut pas quand même détruire tout ce qu'il a fait d'un coup. Pas possible. Et c'est un berger Tsignetti qui est devenu président de la République, le premier. Donc, vous voyez, tout ça, a nuancé, vous voyez. Tamatave, sur la côte orientale de l'île. Malgré l'optimisme du Péra libéral, les antagonismes ethniques jouent encore un rôle important dans l'île, où l'on compte 18 tribus. Une hostilité réelle a longtemps opposé les tribus des hauts plateaux, qui ont régné sur l'île, qui ont connu une évolution plus rapide, aux tribus côtières. Ici, sur la côte, l'évolution est plus lente. Et dans ces villages, sait-on seulement ce qui s'est passé à Tananarive. Mais il est incontestable que certains responsables auraient pu entraîner des soulèvements sur la côte contre les hauts plateaux. D'aucuns y ont même pensé. Le risque a été écarté parce que l'armée a pris le pouvoir, parce que, en apparence du moins, Ziran est toujours président. Ces deux jeunes étudiants de Tamatave ont fait grève comme leurs camarades de la capitale, et pourtant. Ziran, pour la masse paysanne de Madagascar, représente l'unité nationale et le pouvoir malgache. Et il est, d'après les informations de la radio, en quelque sorte, c'est l'idéal malgache, quoi, l'étranger, c'est Ziran. Vous êtes des côtiers, vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'ici, par exemple, sur la côte, la population aurait réagi si Ziran avait démissionné? Ça, je ne le sais pas. Moi, je pense que si. Vous pensez que oui? Dans quel sens? Par des manifestations un peu plus brutales, peut-être, si. Pour défendre Ziran? Pour défendre Ziran. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez été prêt à défendre le président de Ziran? Je crois que si. Pourquoi? Je défendrai Ziran parce qu'il représente l'unité malgache, d'une part, et puis il a été élu par tout le monde, quoi. Et rien que les gens de Tana, ils sont peu par rapport aux autres. C'est une minorité. Et maintenant, le général Ramanansou doit gouverner. Il faudra bien parler de la révision des accords de coopération. Les Malgaches souhaiteraient voir d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne fédérale et pourquoi pas l'Afrique du Sud s'implanter dans l'île aux côtés des capitaux français. Seulement, et la présence à Madagascar de forces françaises placées sous le commandement du général Bijard le rappelle, l'île est une position stratégique clé dans l'océan Indien. Le problème n'est plus simplement économique. En conservant une position prépondérante, la France a longtemps préservé Madagascar des luttes d'influence. L'île est toute proche d'une Afrique orientale où s'affirme l'influence chinoise. Elle contrôle en partie le canal du Mozambique, la route du Cap, le passage des supertankers qui ravitaillent les États-Unis en pétrole venu du Moyen-Orient. De tout cela, on n'a guère parlé pendant la révolution de Tananarive, et pourtant ce sont ces données qui vont commander désormais l'avenir de la Grande Île. 3 ans plus tard, suite aux fortes revendications des régions côtières, cédera sa place au colonel Richard Ratimanzave qui sera assassiné à bord de sa voiture de fonction Peugeot 404 après avoir passé seulement 6 jours à la tête de Madagascar. Son procès voit défiler sur le banc d'accusés plusieurs ténors politiques dont l'ancien président Philibert Tirana. Malheureusement, dans le souci de préserver l'intérêt national, l'affaire sera classée sans suite. Le pays plonge dans une instabilité sans précédent. Puis, le directoire militaire se décide de nommer
Didier Ratsirac comme étant président, surnommé l'Amiral Rouge. Un révolutionnaire socialiste pur sang qui réussira à sortir Madagascar de la dépendance monétaire avec le franc CFA. Cependant, c'est sous son magistère que le pays plongera dans l'extrême pauvreté. Pourquoi tout ramène à 1947? Parce que 1947 a laissé une mémoire non apaisée, une frustration politique, une défiance envers l'extérieur, un rôle central de l'armée. 1947 n'a pas disparu, il s'est muté. De la vision politique d'Andrianampo Nimérina à la chute de la monarchie jusqu'aux crises militaires, Madagascar ne cesse de traverser son histoire comme une lutte permanente pour la souveraineté. 1947 n'est pas un simple épisode, c'est une matrice. Et dans les corridors du pouvoir, l'histoire ne meurt jamais, elle attend pour mieux vivre. C'était les corridors d'Afrique, au cœur d'Afrique. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit pour nous soutenir, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications, de nous dire dans les commentaires ce que tu sais de l'histoire du royaume Mérina, devenu royaume de Madagascar. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très vite pour un nouveau corridor.